Ma mère a exigé que je paie 1500 € pour le mariage de ma sœur. Quand j'ai dit non, elle a volé ma carte de crédit, a vidé mes économies, et elle ne pouvait plus s'arrêter de rire. Le lendemain, ma sœur m'a appelé, en panique. J'ai toujours su que ma mère aimait Jessica plus que moi. Il y a quelque chose, dans le fait d'être la deuxième fille, qui vous rend hyper consciente de chaque geste inégal, de chaque commentaire biaisé, et de chaque moment où l'on attend de vous que vous fassiez des sacrifices, pendant que votre sœur occupe le devant de la scène. Mais savoir une chose, et se la voir projetée en plein visage, sont deux expériences totalement différentes. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que je révisais les rapports trimestriels pour l'agence de marketing où j'avais gravi les échelons, jusqu'au poste de directrice de compte senior. La voix de maman avait cette qualité sirupeuse, qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose d'important. Ma chérie, j'ai besoin de te parler du mariage de Jessica. Mon cœur s'est serré. Jessica était fiancée à Brandon depuis 8 mois, et chaque conversation avec ma famille tournait autour des noces à venir. Le lieu, la robe, les fleurs, le photographe qui avait couvert des mariages de célébrités à Malibu. Tout devait être parfait pour le jour spécial de ma sœur. Qu'y a-t-il, ai-je demandé, sentant déjà le danger. Eh bien, ton père et moi avons fait les comptes, et il nous manque un peu d'argent. L'organisatrice de mariage a trouvé ce lieu de réception absolument magnifique dans la Napa Valley, et Jessica y tient de tout son cœur, mais cela va coûter plus cher que ce que nous avions prévu initialement. J'ai attendu. Il devait y avoir une suite. Nous avons besoin de 1500 €, Dana. Et comme tu réussis si bien dans ton travail, nous avons pensé que tu pourrais contribuer au bonheur de ta sœur. L'audace de cette demande m'a coupé le souffle. 15 000 €, car c'est ce qu'elle voulait réellement dire par la suite. C'était 3 mois de mon salaire net. De l'argent que j'avais économisé méticuleusement, en sacrifiant des vacances, des vêtements de marque et des soirées entre amis. De l'argent qui représentait ma sécurité dans un monde incertain. Maman, je ne peux pas me permettre cela. J'ai mes propres dépenses, mes propres objectifs. J'économise pour un apport pour un appartement. Son ton a changé instantanément, perdant toute trace de douceur. Jessica est ta sœur. La famille s'entraide. Sais-tu combien ton père et moi avons dépensé pour t'élever, te nourrir, t'habiller, et te donner un toit? Et maintenant, quand nous avons besoin d'aide pour une seule chose, un jour spécial pour ta sœur, tu vas te montrer égoïste. Le chantage affectif était classique. Maman avait perfectionné cet art, sur des décennies, pour me manipuler et me faire céder. Mais j'avais 32 ans, pas 12. J'avais construit des limites grâce à des années de thérapie. Je suis désolé, mais ma réponse est non. Je contribuerai à hauteur de ce que je peux raisonnablement me permettre, peut-être 200 €. Mais 15 000 €, c'est hors de question. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Puis, elle a raccroché sans un mot de plus. 3 jours ont passé. J'aurais dû savoir que le calme ne durerait pas. Mes parents n'avaient jamais accepté un non avec grâce, surtout venant de moi. Jessica appelait les limites que j'avais établies des phases rebelles, même si je les maintenais avec constance depuis des années. Pour eux, j'étais toujours la fille obéissante qui devait rentrer dans le rang. Vendredi après-midi, je me suis arrêté à l'épicerie après le travail. La caissière a passé ma carte de crédit 3 fois, avant de m'informer qu'elle avait été refusée. Perdu, j'ai essayé ma carte de débit. Même résultat. Mon visage a rougi d'embarras, alors que la file d'attente derrière moi s'allongeait. J'ai marmonné des excuses, j'ai laissé mon chariot, et je me suis précipité vers ma voiture pour consulter mon application bancaire. Mon compte courant affichait un solde de 47,23 €. Mon compte d'épargne, qui contenait 28 000 € quelques jours plus tôt, n'affichait plus que 1 200 €. Ma carte de crédit avait été utilisée jusqu'à son plafond de 10 000 €, affichant un solde actuel de 9 847 € en nouvelle charge. La panique m'a frappé en premier, suivie immédiatement par une horrible réalisation. J'ai fait défiler les transactions avec des mains tremblantes, des virements bancaires, des achats importants dans des boutiques de mariage, chez des fleuristes, et des entreprises de traiteurs, tous effectués au cours des dernières 72 heures. Tout cela, pendant que j'étais au travail, pensant que mon argent était en sécurité. J'ai appelé ma banque immédiatement, gardant à peine une voix stable pour signaler la fraude. La conseillère m'a mise en attente plusieurs fois, pour conférer avec ses superviseurs. Quand elle est revenue,
sa voix était porteuse de mauvaises nouvelles. Mademoiselle Patterson, ces transactions ont toutes été autorisées avec votre code PIN correct et vos informations de sécurité. Plusieurs ont été faites en personne, avec vos cartes physiques. Savez-vous qui pourrait avoir accès à vos cartes et à vos informations personnelles? Ma mère avait les clés de mon appartement. Je les lui avais données il y a des années pour les urgences, à l'époque où je croyais encore que la famille rimait avec sécurité. Elle y était restée seule 2 semaines plus tôt, quand je lui avais demandé d'arroser mes plantes pendant que j'assistais à une conférence à Chicago. Elle avait dû fouiller dans mon bureau, trouver mes cartes, et obtenir mes codes d'une manière ou d'une autre. Elle connaissait le nom de mon premier animal de compagnie, le nom de la rue où j'avais grandi, le deuxième prénom de mon père. Elle m'avait regardé créer ces comptes quand je les avais ouverts à 18 ans, vivant encore à la maison. Je suis resté assise dans ma voiture, devant la banque, pendant 20 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. La violation était physique, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine pour m'arracher un morceau de moi-même. Chaque euro dans ces comptes représentait des heures de ma vie, des nuits tardives à finir des présentations, des sessions de travail le week-end, des déjeuners sautés pour économiser, des invitations déclinées parce que je privilégiais mon avenir. Et ma mère avait tout effacé en quelques transactions, aussi nonchalamment que si elle scannait des articles à une caisse. La représentante de la banque s'était montrée compatissante, mais claire sur les limites. Puisque la personne qui utilisait mes cartes possédait les bonnes informations et les cartes physiques, l'enquête pour fraude prendrait des semaines, voire des mois. En attendant, je devrais survivre avec les 1 200 € restants sur mon épargne, et tout le crédit que je pourrais gratter. Mes mains tremblaient en démarrant le moteur. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 35 minutes, à travers le trafic du vendredi soir. Chaque feu rouge me donnait le temps de répéter ce que j'allais dire, d'imaginer les réponses, et de me préparer au gaslighting que je savais inévitable. Ma famille avait perfectionné l'art de réécrire l'histoire, pour qu'elle corresponde à leur récit. Le noir devenait blanc. Le vol devenait de la générosité. Les limites devenaient de l'égoïsme. Mais j'avais des preuves maintenant. Des relevés de transactions, des horodatages, une piste de papier qui ne pouvait pas être effacée par de belles paroles. Le soleil se couchait quand je me suis garé devant chez eux, peignant leur maison de banlieue bien entretenue d'une lumière orange, qui rendait tout trompeusement chaleureux et accueillant. La Lexus argentée de Jessica était garée dans l'allée à côté du camion de Brandon, un cadeau de remise de diplôme de ses parents, qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. Parfait. Un public pour la confrontation que j'allais avoir. J'ai gravi les marches du perron, chacune me semblant plus lourde que la précédente. La sonnette a résonné à l'intérieur, suivie de bruits de pas. Maman a ouvert la porte, affichant un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, le genre d'expression qu'elle réservait aux voisins qu'elle n'aimait pas particulièrement, mais avec qui elle devait rester polie. Quelle surprise! Cette salutation décontractée, comme si de rien n'était, a allumé quelque chose de brûlant et de tranchant dans ma poitrine. Tu m'as volé. Je l'ai bousculé pour entrer dans le hall, sans attendre d'invitation. Tu as pris mes cartes, et tu as vidé mes comptes. Elle a eu le culot de paraître confuse. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. 15 000 € ont disparu de mon épargne. Ma carte de crédit a presque 10 000 € de charges frauduleuses. Toutes les transactions concernent les frais du mariage de Jessica. Ma voix montait à chaque phrase. La banque dit que quelqu'un a utilisé mes cartes physiques avec les bonnes informations de sécurité. Jessica est apparue depuis le salon, Brandon sur ses talons. Ses yeux se sont agrandis dans une innocence théâtrale. Maman, de quoi parle-t-elle? Ta fiancée sait exactement de quoi je parle. Je me suis tourné vers ma mère. Rends-moi mon argent, tout de suite. L'expression de maman s'est durcie, devenant froide et méprisante. Je n'ai rien volé. On est une famille. Une famille partage ses ressources. Jessica avait besoin d'aide, et tu as refusé de lui en apporter. Alors j'ai trouvé un autre moyen. Considère cela comme un remboursement pour tout ce que nous avons fait pour toi, au fil des années. La justification était si absurde que j'ai failli rire. Ce n'est pas comme cela que la loi fonctionne. Tu as commis une fraude, un vol d'identité. Je peux porter plainte. Vas-y. Elle a croisé les bras. Explique à la police comment ta propre mère, qui avait tes clés d'urgence et connaissait tes informations de sécurité parce que tu lui faisais confiance, a pu te voler.
Explique comment tu lui as donné accès à ton appartement et à tes informations personnelles, volontairement. Vois jusqu'où cela te mène. Papa a émergé de son bureau, l'air mal à l'aise, mais sans rien dire. Il n'a jamais contredit maman. 35 ans de mariage avaient anéanti toute trace de fermeté chez lui. Jessica a fait un pas en avant, son visage exprimant une trahison blessée. Je n'arrive pas à croire que tu en fasses toute une histoire. C'est mon mariage, Dana. Le jour le plus important de ma vie, et tu agis comme si l'argent comptait plus que mon bonheur. Quelque chose en moi a craqué. Des années à être à la deuxième place, à voir mes réussites minimisées, pendant que les accomplissements médiocres de Jessica recevaient des ovations. Tout cela s'est cristallisé en une clarté soudaine. Tu as raison, ai-je dit calmement. C'est bien plus qu'une question d'argent. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé la police, sur leur ligne non urgente, la même, dans leur salon. Le visage de maman est devenu livide, alors que je signalais calmement le vol, en fournissant les détails des transactions, les dates et les montants. Le répartiteur a dit qu'un officier serait là dans les 30 minutes, pour prendre une déposition. Tu es vraiment en train de faire ça? La voix de Jessica a tourné au cri aigu. Tu vas gâcher mon mariage pour de l'argent. Non, ai-je dit, je tiens maman pour responsable d'avoir volé mon argent. Ton mariage n'a jamais été ma responsabilité financière. L'officier qui est arrivé était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants qui avaient vu assez de disputes familiales pour reconnaître le schéma. Il s'est présenté comme l'officier Martinez, et a patiemment pris les dépositions de toutes les personnes présentes. Maman a maintenu son innocence avec une conviction impressionnante, expliquant qu'elle avait simplement emprunté de l'argent à la famille, avec la pleine intention de le rembourser. Jessica se tenait à ses côtés, les bras croisés, jouant le rôle de la partie lésée avec une précision d'experte. Brandon, à son crédit, semblait de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que la vérité émergeait. À un moment donné, il a pris Jessica à part, et je pouvais entendre leurs murmures animés, même si je ne distinguais pas les mots. Son langage corporel criait la désapprobation, mâchoire serrée, épaules tendues, mains bougeant dans des gestes frustrés. L'officier Martinez a tout documenté méthodiquement. Il a photographié mes relevés bancaires sur mon téléphone, a pris des notes sur la chronologie, et a soigneusement expliqué les nuances juridiques. Bien que les relations familiales compliquent les choses, les faits restaient clairs. Quelqu'un avait accédé à mes comptes sans autorisation, et avait volé une somme importante. Le fait que ma mère possède les clés de mon appartement ne lui donnait aucun accès légal à mes informations financières, ni la permission d'utiliser mes cartes de crédit. Madame, a-t-il dit à ma mère, d'un ton professionnel mais ferme, je vous recommande fortement de consulter un avocat. Ces accusations sont graves. Le vol d'identité et la fraude ne sont pas des délits mineurs, que nous pouvons simplement ignorer parce que vous êtes lié à la victime. Le visage de maman était passé du rouge au pâle durant cette explication. La réalité commençait à s'imposer. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait manipuler ou arranger par le charme. Cela avait des conséquences juridiques réelles, qui échappaient à son contrôle. Papa a enfin pris la parole, depuis sa position près de l'escalier. Officier, il y a sûrement un moyen de résoudre cela en famille. Nous la rembourserons. C'était un malentendu. L'officier Martinez s'est tourné vers lui. Monsieur, c'est à votre famille de régler cela, mais d'un point de vue légal, l'accès non autorisé à des comptes financiers est un crime, quelles que soient les relations familiales. Votre fille a tout à fait le droit de porter plainte si elle le souhaite. Les pleurs de Jessica s'étaient transformés en sanglots théâtraux à ce stade. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie, et elle est en train de tout détruire pour de l'argent. Quel genre de sœur fait ça? La question est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. J'ai croisé son regard directement. Le genre qui refuse de se faire voler. Le genre qui comprend que l'amour inconditionnel ne signifie pas l'absence de conséquences. Le genre qui en a assez d'être traité comme un distributeur automatique, qui n'existe que pour financer ton train de vie. Sa bouche est restée béante. En 32 ans, je ne lui avais jamais parlé aussi franchement. J'avais toujours avalé mon ressentiment, enterré ma blessure, et joué le rôle de la grande sœur compréhensive, qui devrait savoir qu'il ne faut pas causer de problème. L'officier Martinez a terminé son rapport, et m'a remis un numéro de dossier. Mademoiselle Patterson, vous devrez faire un suivi avec le service des détectives lundi. Ils vous aideront pour les prochaines étapes.
En attendant, documentez tout. Gardez des copies de toutes les communications. Sauvegardez tout SMS ou email lié à cet incident. Et n'engagez aucune conversation sans témoin ou enregistrement. Après son départ, le silence dans la maison était étouffant. Maman s'est effondrée sur le canapé, sa façade soigneusement construite tombant en morceaux. Jessica restait figée au milieu du salon, le mascara coulant sur ses joues. Brandon me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Une part de respect, une part d'inquiétude, et autre chose encore. C'est papa qui a finalement rompu le silence. Dana, s'il te plaît, parlons de cela rationnellement. La famille ne devrait pas impliquer la police dans des affaires privées. Des affaires privées? Ma voix est sortie plus tranchante que prévu. Papa, elle a commis une fraude. Elle m'a volé presque 30 000 euros. Ce n'est pas un désaccord familial privé sur les plans des vacances. C'est un crime grave. Nous te rembourserons, a-t-il insisté, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Donne-nous le temps de régler nos finances et nous arrangerons tout cela. Combien de temps? 1 mois? 6 mois? 1 an? Pendant ce temps, je suis censé survivre avec 1 200 euros, et simplement faire confiance à la femme qui m'a déjà volé pour qu'elle tienne sa promesse? J'ai secoué la tête. Ce n'est plus comme cela que ça marche. Je suis parti ce soir-là, sachant que j'avais franchi un seuil que je ne pourrais jamais franchir en sens inverse. La dynamique familiale qui avait régi toute ma vie, les règles tacites sur le maintien de la paix, la protection des sentiments de maman, la priorité aux besoins de Jessica. Tout cela avait volé en éclats. Et, debout au milieu des décombres, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la liberté. Le trajet de retour a été plus long que d'habitude. J'avais besoin de temps pour décompresser, pour assimiler ce qui venait de se passer. Je me suis arrêté dans un restaurant ouvert 24h24 et j'ai commandé un café. Je ne voulais pas vraiment boire, juste m'asseoir dans un box et exister dans un espace neutre pendant un moment. La serveuse, une femme plus âgée aux yeux doux, a semblé comprendre que j'avais besoin de silence. Elle a rempli ma tasse sans me demander si tout allait bien. Mon téléphone vibrait constamment. Tante Carole voulait savoir ce qui se passait. Mon cousin Mike disait avoir entendu qu'il s'était passé quelque chose, et me demandait si j'avais besoin de parler. L'oncle Steve a envoyé un long message sur l'importance de l'unité familiale et du pardon. Je les ai tous ignorés. Finalement, je suis rentré chez moi, dans mon appartement. L'espace semblait différent maintenant, entaché par la certitude que ma mère l'avait violé. Elle s'était tenue dans ma chambre, avait ouvert les tiroirs de mon bureau, avait fouillé dans mes papiers personnels jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle voulait. Depuis combien de temps l'avait-elle planifié? Était-elle venue avec l'intention de me voler, ou l'opportunité s'était-elle présentée, et elle s'en était simplement saisie? Je lui avais donné ses clés lors d'un moment de vulnérabilité, 3 ans plus tôt, quand j'avais dû subir une chirurgie d'urgence et que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon chat. Elle avait semblé si dévouée alors, si maternelle et inquiète. Et pendant tout ce temps, elle attendait simplement un moyen de pression, un accès, un moment où ma garde serait baissée. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Je n'ai pas seulement déposé des rapports en espérant une résolution. J'avais passé des années dans le marketing, apprenant à faire des recherches, à traquer des informations et à utiliser les réseaux sociaux. Ce soir-là, poussé par la rage et la trahison, j'ai commencé à creuser. Jessica postait constamment sur son mariage sur Instagram, Facebook et Pinterest. Chaque détail était documenté en temps réel. La robe à 3 000 euros de chez Kleinfeld, l'enterrement de vie de jeune fille à 5 000 euros à Miami. Le pack photographe à 8 000 euros. Le lieu de réception à 15 000 euros dans la Napa Valley. J'ai créé un tableur documentant chaque dépense partagée, en les recoupant avec les charges frauduleuses sur mes comptes. Ensuite, j'ai élargi mes recherches. Les licences de mariage sont des documents publics. Il en va de même pour les dossiers de la Cour des petites créances, les enregistrements d'entreprise, et les registres fonciers. La famille de Brandon possédait une chaîne prospère de magasins de bricolage à travers le nord de la Californie. Ils avaient de l'argent, du vrai argent, le genre qui faisait paraître modeste le mode de vie confortable de mes parents. J'ai trouvé des registres fonciers montrant que les parents de Brandon lui avaient récemment offert une maison à Walnut Creek, évaluée à 1,2 million d'euros. Ils ne payaient pas pour le mariage parce que Jessica voulait que ses parents lui prouvent leur amour, en finançant tout eux-mêmes.
C'était un jeu de pouvoir, une façon de garder le contrôle et de prouver qu'il l'estimait assez pour se sacrifier pour son jour spécial. Et quand mes parents n'ont pas pu répondre à chaque demande, maman s'est tournée vers le vol à mon encontre, plutôt que d'accepter l'aide de la riche famille de Brandon ou de revoir ses ambitions à la baisse. J'ai fait des copies de tout. Le rapport de police, les relevés de transactions frauduleuses, les captures d'écran des posts de Jessica documentant ses plans de mariage onéreux, les registres montrant la fortune de la famille de Brandon. J'ai tout compilé dans un dossier numérique bien propre. Puis, j'ai attendu. Maman a appelé le lendemain matin, sa voix tendue par un calme forcé. Dana, soyons raisonnables. Retire le rapport de police et nous établirons un plan de remboursement pour te rendre ton argent. Non. Tu es vindicative. C'est du bonheur de ta sœur dont nous parlons. C'est de ma sécurité financière dont nous discutons. De l'argent pour lequel j'ai travaillé et que j'ai économisé. Tu n'as pas le droit de me voler, et de dicter ensuite les conditions du remboursement. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, Jessica a appelé. S'il te plaît, Dana. Maman est en train de craquer. Papa a des douleurs thoraciques à cause du stress. Tu es en train de déchirer cette famille. La manipulation était si flagrante. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Je ne déchire rien du tout. Ce sont les actions de maman qui l'ont fait. Elle aurait pu accepter mon refus et trouver une autre solution. Au lieu de cela, elle a commis un crime. Ce n'est pas un crime quand c'est la famille. En fait, légalement, ça l'est absolument. Jessica a fondu en larmes. Le mariage est dans 6 semaines. Si maman est arrêtée, tout sera ruiné. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Ne peux-tu pas être la personne la plus raisonnable, pour une fois? Cette attente familière selon laquelle je serais celle qui céderait, celle qui renoncerait à quelque chose pour que tout le monde reste confortable. Que je devrais encaisser silencieusement le préjudice, et continuer comme si demander des comptes était plus impardonnable que le mal causé initialement. Au revoir, Jessica. J'ai passé le week-end à compiler des preuves et à consulter une avocate, spécialisée dans le droit de la famille et les affaires de fraude. C'était une femme vive, nommée Patricia Chen, qui avait déjà entendu des histoires similaires, des membres de la famille se volant les uns les autres, le justifiant par les obligations et la culpabilité, puis faisant mine d'être choqués quand on les tenait pour responsables. Vous avez un excellent dossier, a dit Patricia, en examinant ma documentation. Le défi est de savoir si vous voulez engager des poursuites pénales, une action civile, ou les deux. Les poursuites pénales pourraient aboutir à une mise à l'épreuve ou à des travaux d'intérêt général pour une première infraction, surtout vu son âge et son absence de casier judiciaire. L'action civile se concentrerait sur la restitution financière, plus des dommages et intérêts. Je veux récupérer mon argent, ai-je dit, et je veux qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas faire ça. Patricia a souri sombrement. Alors assurons-nous qu'elle le comprenne très clairement. Le service des fraudes de ma compagnie de carte de crédit m'a appelé le lendemain matin. Après avoir examiné mon rapport de police et les circonstances, ils ont accepté d'annuler toutes les charges non autorisées et de me délivrer une nouvelle carte. Les 10 000 € de frais de mariage portés sur ma carte seraient annulés au titre de la fraude, et je ne serais responsable de rien. De petites victoires, mais je les prenais. Cependant, les 26 800 € volés sur mon épargne n'étaient toujours pas récupérés, restant sur les comptes de divers prestataires de mariage ou déjà dépensés en acomptes et services. Lundi matin, Jessica m'a appelé, en panique. Sa voix était à peine cohérente à travers les larmes. Dana, quelque chose de terrible est arrivé. Ils sont en train d'annuler notre réservation. Ma main s'est serrée sur mon téléphone. Pourquoi ferait-il cela? Je ne sais pas. Ils ont dit quelque chose à propos d'un litige sur l'autorisation de paiement. Brandon appelle son avocat. Maman fait une dépression. Le mariage est dans 6 semaines et maintenant nous n'avons plus de lieu. Tous les autres endroits corrects sont déjà réservés pour septembre. C'est un désastre. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. C'est fâcheux. Fâcheux? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu sais, maman a utilisé ta carte pour l'acompte du lieu. Est-ce que tu leur as dit que le paiement était frauduleux? J'ai signalé des transactions frauduleuses à ma banque. Oui, comme je suis légalement en droit de le faire. La banque a dû contacter les prestataires pour les rejets de débit. Tu es en train de détruire mon mariage.
Sa voix atteint un aigu qui a probablement terrifié les chiens du quartier. Je n'ai pas volé d'argent pour financer un mariage. C'était maman. Ce sont les conséquences de ses actes, pas des miens. On est une famille. Tu es censé me soutenir. Soutenir ne signifie pas autoriser le vol. Cela ne signifie pas sacrifier ma sécurité financière pour ta fête extravagante. Toi et Brandon auriez pu avoir un magnifique mariage avec votre budget réel. Vous avez choisi de ne pas le faire. Elle sanglotait encore quand j'ai mis fin à l'appel. Rien de tout cela n'était ma responsabilité. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, un reste de programmation après des années passées à donner la priorité à ses sentiments plutôt qu'à mes propres limites. Mais je l'ai écarté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Les rejets de débit ont cascadé tout au long de la semaine, comme des dominos tombant au ralenti. Chaque prestataire contacté par ma compagnie de carte de crédit avait un choix, accepter le rejet de débit et annuler les services, ou fournir une preuve d'autorisation pour les charges. Puisque maman avait utilisé mes cartes volées plutôt que ses propres moyens de paiement, il n'avait aucune autorisation légitime à fournir. Mardi matin, le fleuriste a annulé. Jessica m'a appelé, hystérique, à peine cohérente entre deux sanglots. Ils ont annulé la commande de fleurs. 10 000 € de roses, de pivoine et de centre de table, envolés. As-tu la moindre idée de la difficulté qu'il y a eu pour obtenir ces arrangements? Le fleuriste est complet jusqu'à la fin de l'année. J'écoutais sa panique avec un étrange détachement, comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. C'est fâcheux, mais c'est une conséquence de l'utilisation d'argent volé. Peut-être peux-tu trouver un autre fleuriste. Un autre fleuriste? Sa voix a grimpé dans un registre insoupçonné. À 6 semaines du mariage, tous les bons sont déjà pris. Nous aurons de la chance si nous obtenons des bouquets de supermarché à ce stade. Alors peut-être que des bouquets de supermarché devront suffire. Le silence qui a suivi était glacial. Tu apprécies cela, a-t-elle fini par dire. Tu apprécies de voir mon mariage s'effondrer. Je n'apprécie rien du tout, Jessica. Simplement, je ne me sacrifie plus pour régler un problème que je n'ai pas créé. Il y a une différence. Elle a raccroché sans un mot de plus. 2 heures plus tard, l'assistante du photographe a appelé mon téléphone par erreur. Il voulait joindre Jessica, mais avait confondu les numéros. La femme s'est excusée abondamment quand elle a réalisé son erreur, mais pas avant que j'ai entendu quelque chose sur la nécessité de vérifier le paiement avant la date du mariage. Jeudi a apporté la catastrophe du traiteur. La société de traiteurs haut de gamme de la Napa Valley, dont Jessica s'était vantée sur les réseaux sociaux, celle qui avait organisé la fête d'anniversaire d'une célébrité, a envoyé une lettre formelle annulant leur contrat. On leur avait versé un acompte de 50%, soit 8 000 €, en utilisant ma carte de crédit. Le rejet de débit issu de l'enquête pour fraude de ma banque signifiait qu'ils considéraient le contrat comme nul. Maman m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avant de vérifier l'identité de l'appelant, une erreur que j'ai immédiatement regrettée. Dana, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Le traiteur a annulé. Jessica est dévastée. Elle parle de reporter le mariage entièrement parce que tout s'effondre. Alors peut-être devrait-elle le reporter, ou réduire les frais, ou accepter l'aide des parents de Brandon. Ce sont toutes des options raisonnables. Ses parents. La voix de maman suintait le dédain. Nous n'avons pas besoin de leur charité. Nous sommes parfaitement capables de financer le mariage de notre fille. Sauf que vous ne l'êtes pas, c'est pourquoi tu m'as volé en premier lieu. Son inspiration brusque m'a dit que j'avais touché un point sensible. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de toi, punissant ta sœur parce que tu as toujours été jalouse d'elle. L'accusation était si absurde qu'elle m'a presque fait rire. Jalouse de quoi, exactement? De son incapacité à vivre selon un budget? De son attente que tout le monde finance son mode de vie? De son manque total de considération pour quiconque à part elle-même? Elle se marie. C'est censé être son jour spécial. Et c'est merveilleux pour elle, mais son jour spécial ne justifie pas de commettre une fraude à mon encontre. Cela ne te donne pas le droit de me voler 30 000 €. Cela ne m'oblige pas à subir des abus financiers en silence. La voix de maman est devenue froide, calculatrice. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es aigri parce que tu as 32 ans et que tu es célibataire,
alors que ta petite sœur se marie. C'est une question de tes propres échecs, pas d'argent. La manipulation était digne d'un manuel, attaquer mes insécurités pour détourner l'attention de ses actes. Mais des années de thérapie m'avaient blindé contre cette tactique particulière. Ma situation amoureuse n'a rien à voir avec le fait que tu aies commis une fraude. Bien tenté, cependant. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro aussi. Ma liste noire s'allongeait de jour en jour. Jeudi après-midi a apporté une visite inattendue à mon bureau. Jessica s'est présentée pendant ma pause déjeuner, les yeux rougis et le visage boursouflé par les pleurs. Elle semblait sincèrement désemparée, loin de cette détresse théâtrale qu'elle utilisait habituellement pour s'attirer la sympathie. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous avons marché jusqu'à un petit parc en face de mon immeuble de bureau, et nous nous sommes assis sur un banc surplombant une mare au canard. Des familles avec de jeunes enfants jouaient à proximité, leur rire créant un contraste étrange avec notre silence tendu. « Je ne savais pas que maman allait faire ça », a dit Jessica doucement. « Je le jure. » Quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé le financement pour les dépenses supplémentaires, j'ai supposé qu'elle avait contracté un prêt ou quelque chose du genre. Je n'ai jamais imaginé qu'elle te volerait. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie. Elle semblait sincère, mais Jessica avait toujours été douée pour paraître sincère quand cela servait ses intérêts. Mais tu savais que j'avais dit non quand elle m'avait demandé de l'argent, ai-je fait remarquer. Tu savais que j'avais refusé de contribuer à hauteur de 15 000 € parce que c'était au-dessus de mes moyens. Et pourtant, tu ne t'es pas demandé d'où venait soudainement cet argent. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je ne voulais pas me poser de questions. Je voulais le mariage que j'avais prévu. Le lieu, les fleurs, le photographe, tout. Alors je me suis convaincu que c'était bon, que maman avait trouvé un moyen, que ce n'était pas mon problème à régler. L'ignorance volontaire reste un choix, Jessica. Je sais. Elle faisait tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt, une habitude nerveuse que je reconnaissais depuis l'enfance. Brandon est furieux contre moi. Il dit que je me suis comporté comme une enfant gâtée à qui tout est dû. Il veut tout réduire. Peut-être même s'enfuir pour se marier en secret. Ses parents proposent de payer pour un mariage raisonnable, mais je dois renoncer à tous mes plans. Le lieu à Napa, la robe de créateur, l'enterrement de vie de jeune fille. Tout. Et cela t'ennuie, ai-je dit, sans que ce soit une question. Bien sûr que ça m'ennuie. J'organise ce mariage depuis des mois. J'avais une vision et maintenant tout s'écroule parce que tu as signalé les charges comme frauduleuses. On y était. Le blâme subtil, l'implication que j'étais responsable des conséquences du vol de maman. Non, Jessica, ton mariage s'écroule parce que maman m'a volé pour le financer. Je n'ai pas créé cette situation. Je refuse simplement d'être une victime silencieuse. Il y a une différence majeure. Elle est restée silencieuse un long moment, regardant les canards pagayer sur la mare. J'ai toujours su que maman me préférait. C'était évident même quand on était gamine. Tu avais les vêtements d'occasion alors que j'en avais des neufs. Tu as eu une voiture d'occasion pour tes 16 ans alors que j'en ai eu une neuve. Tu as travaillé pendant tes études alors qu'ils ont payé mes frais de scolarité. Cet aveu flottait entre nous, peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je savais que c'était injuste, a-t-elle continué, mais je n'ai jamais rien dit parce que j'en bénéficiais. Elle a dégluti. Et maintenant, je réalise que ce favoritisme avait un prix. Maman ne m'a jamais appris à être autonome. Elle ne m'a jamais laissé faire face à de vraies conséquences. Elle intervenait toujours pour tout arranger, pour que tout soit parfait, même si cela signifiait blesser d'autres personnes, comme toi. Jessica s'est tournée vers moi. Brandon dit que si nous nous marions sur de telles bases, avec des mensonges, du vol et de la manipulation, notre mariage sera empoisonné dès le départ. Il dit que nous devons faire les choses correctement, même si cela signifie un mariage plus petit. Brandon a l'air d'être un homme intelligent. Il l'est, et c'est pour cela que je suis terrifié à l'idée qu'il réalise que je ne suis pas assez bien pour lui. La vulnérabilité dans sa voix m'a surprise. Jessica avait toujours projeté une confiance à la limite de l'arrogance. La voir douter d'elle-même était étrange. Tu pourrais être assez bien, ai-je dit prudemment. Mais cela demande de changer, de prendre tes responsabilités. Fixer des limites avec maman,
vivre selon tes moyens. Ce sont tous des choix que tu peux faire. Je ne sais pas si je sais comment faire ces choses. Alors apprends. Va en thérapie, lis des livres, parle avec Brandon de modèles de relations saines. Tu as 29 ans, Jessica. Si tu veux changer, tu as le pouvoir de le faire. Mais tu dois vraiment le vouloir, pas seulement vouloir les bénéfices qui viennent en faisant semblant de changer. Nous sommes restés assises en silence quelques minutes de plus avant qu'elle ne se lève pour partir. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment désolé. Pas des excuses théâtrales comme celles de maman, mais un regret sincère pour la façon dont je t'ai traité et dont je t'ai tenu pour acquise au fil des ans. J'apprécie cela, ai-je dit. Et étonnamment, c'était vrai. Ma mère s'est présentée à mon bureau le mercredi. La sécurité a appelé pour m'informer que j'avais une visiteuse, qui créait un esclandre dans le hall. Je l'ai fait escorter vers la sortie, et j'ai déposé une plainte pour violation de domicile. Les limites n'étaient plus seulement émotionnelles, elles étaient désormais juridiques et physiques. Le jeudi a apporté une lettre recommandée de Patricia Chen au domicile de mes parents. Elle décrivait les plaintes pénales, documentait la fraude et proposait une option de règlement, restitution intégrale des 26 800 € plus les frais juridiques sous 30 jours, où nous procédions aux poursuites pénales et aux litiges civils. Mon téléphone a explosé de messages de la famille élargie. Des tantes, oncles, cousins, tous soudainement très préoccupés par l'harmonie familiale et le pardon. C'est intéressant de voir qu'aucun d'entre eux n'avait proposé de contribuer pour 1500 € au fonds de mariage de Jessica. Mais ils avaient tous plein d'avis sur ma réaction face au préjudice subi. Je les ai tous bloqués, chacun d'entre eux. S'ils voulaient financer le mariage excessif de Jessica, ils étaient les bienvenus pour signer des chèques. Mais j'avais fini d'être le distributeur de billets familial désigné, et leur punching ball émotionnel. Vendredi après-midi, papa a appelé. Sa voix paraissait plus vieille, vaincue. Dana, ta mère veut te voir. En terrain neutre. Elle est prête à discuter du remboursement. Elle peut en discuter avec mon avocate. S'il te plaît, c'est ta mère. Cela est en train de la tuer. Le stress, la honte, la famille qui s'écroule. Elle a fait une erreur. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de traverser cela sans avocat et sans police? Quelque chose dans sa voix m'a touché. Papa avait toujours été faible, mais il n'était pas malveillant, juste allergique au conflit, à l'excès. Elle n'a pas fait d'erreur, papa. Les erreurs sont des accidents. Elle m'a délibérément volé, a utilisé mes informations personnelles pour commettre une fraude, puis l'a justifié en disant que les familles devraient partager leurs ressources. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Je sais que tu as raison, a-t-il dit doucement. Mais elle est prête à arranger les choses maintenant. S'il te plaît, rencontre-la juste une fois. Si tu n'es pas satisfaite, poursuis l'action en justice, mais donne-lui une chance de s'excuser face à face. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café situé à égale distance de nos deux domiciles. Patricia me l'a déconseillé, mais a respecté mon choix. J'ai apporté une application d'enregistrement sur mon téléphone, légalement autorisée en Californie avec le consentement d'une seule partie, juste au cas où. Maman semblait avoir vieilli d'une décennie en une semaine. Ses cheveux, habituellement coiffés avec soin, pendaient sans vie autour de son visage. Des cernes sombres marquaient ses yeux. Elle avait perdu du poids. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu d'avoir regardé le solde de mon compte d'épargne chuter à presque rien. Je me suis souvenu de la panique, de la violation, de la trahison. La sympathie s'est évaporée. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait cela pour te blesser. Je l'ai fait parce que Jessica se marie, et qu'en tant que mère, je veux lui donner le mariage dont elle rêve. Tu as réussi, tu es indépendante. Elle a besoin de soutien en ce moment. Cette non-excuse m'était si parfaitement due, maman, que j'ai failli rire. Tu expliques ton raisonnement. Je t'ai demandé de t'excuser. Elle a semblé confuse. Je viens de le faire. Non, tu as justifié tes actes. S'excuser implique de reconnaître le mal causé, et de prendre ses responsabilités sans chercher d'excuses. Sa mâchoire s'est serrée. Très bien. Je suis désolé d'avoir pris ton argent sans demander,
mais je ne suis pas désolé d'avoir voulu aider ta sœur. Les deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. Tu aurais pu vouloir aider Jessica sans me voler. Tu aurais pu accepter mon refus, et trouver des alternatives légales. Tu as choisi le chemin qui a violé ma confiance et enfreint la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vas-tu vraiment porter plainte contre ta propre mère? Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Cela dépend entièrement de toi. Patricia a envoyé les conditions du règlement. Restitution intégrale plus les frais juridiques sous 30 jours, ou nous engageons les poursuites. Le choix t'appartient. Nous n'avons pas cet argent disponible tout de suite. Tu l'as dépensé pour le mariage, alors récupère-le. Annule les prestataires, récupère les acomptes. Redescends à un mariage que vous pouvez réellement vous offrir. Prends un prêt. Vends quelque chose. Je ne me soucie absolument pas de la façon dont tu obtiens les fonds, mais tu me rendras chaque centime que tu m'as volé. Son visage est devenu rouge de colère. Tu es déraisonnable. On est une famille. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Parce que laisser tomber t'apprend qu'il n'y a aucune conséquence à me voler. Cela apprend à Jessica qu'elle peut tout exiger, et que quelqu'un d'autre paiera le prix. Cela m'apprend que mes limites n'ont aucune importance, et que je devrais accepter les abus de la part de gens qui prétendent m'aimer. Aucune de ces leçons n'est une chose que je suis prête à renforcer. Je me suis levé pour partir. Elle m'a attrapé le poignet, le désespoir dans les yeux. S'il te plaît, le mariage de Jessica sera détruit. Elle ne me pardonnera jamais. Cela va gâcher son jour spécial. J'ai doucement retiré sa main. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû prévoir un mariage que vous ne pouviez pas vous offrir. Peut-être qu'elle aurait dû accepter ce que vous pouviez raisonnablement contribuer. Peut-être qu'elle aurait dû laisser les riches parents de Brandon aider. Ou peut-être aurait-elle dû faire un mariage plus petit, plus modeste. C'étaient toutes des options viables. Me voler n'aurait jamais dû être une option. Je suis sorti du café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce soir-là, Brandon a appelé. Sa voix était calme, professionnelle. Dana, c'est Brandonnet. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de ce que votre mère a fait. Jessica m'avait dit que ses parents couvraient certaines dépenses, et j'ai supposé que c'était leur argent. Quand j'ai appris la vérité, j'ai été horrifié. Intéressant. Je m'étais attendu à ce qu'il défende sa fiancée. J'apprécie que vous disiez cela. J'ai discuté avec Jessica des attentes et des limites. Sa relation avec votre famille est compliquée, et je ne comprends pas totalement toutes les dynamiques, mais je sais que le vol est inacceptable. Je l'ai dit à votre mère. Je m'assurerai personnellement que l'argent vous soit rendu sous 2 semaines. Un soulagement immense m'a envahi. Merci, Brandon. Vraiment. Je réduis aussi le mariage à quelque chose de raisonnable. Jessica n'était pas contente au début, mais elle commence à comprendre. Nous n'avons pas besoin de commencer notre mariage en étant noyés sous les dettes ou construits sur de l'argent volé. Mes parents ont proposé de l'aide et nous acceptons une contribution raisonnable de leur part. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Brandon était peut-être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Jessica. Il avait des limites. Il comprenait la responsabilité. Peut-être qu'il apprendrait à ma sœur des leçons bien nécessaires sur la vie ancrée dans la réalité. Fidèle à sa parole, Brandon a fait livrer un chèque de banque au bureau de Patricia 10 jours plus tard. Le montant total, 26 800 € plus 3 200 € de frais juridiques. Patricia l'a déposé sur mon compte, et j'ai regardé le solde se rétablir. Le soulagement était accablant. Mais j'ai aussi liquidé mon épargne, et tout transféré vers une nouvelle banque avec une sécurité renforcée. La compagnie de cartes de crédit m'avait déjà délivré une nouvelle carte avec un numéro différent, et j'avais configuré des alertes à la fraude sur tous mes comptes. J'ai consulté un conseiller financier sur la protection de mes actifs contre de futures interférences familiales, et j'ai changé ma personne de contact en cas d'urgence pour ma meilleure amie, Melissa, au lieu de mes parents. Le mariage de Jessica a eu lieu comme prévu, mais avec un budget considérablement réduit. Je n'ai pas été invité. La plupart des membres de la famille élargie qui m'avaient poussé à abandonner l'affaire non plus. Apparemment, les parents de Brandon avaient des opinions bien arrêtées sur les listes d'invités et les drames. Je l'ai appris par le biais d'un cousin qui me parlait encore. La cérémonie s'est déroulée dans un jardin botanique local plutôt qu'à Napa. La réception a eu lieu dans un restaurant voisin.
La robe venait d'une boutique de mariée ordinaire plutôt que de chez Kleinfeld. Cela semblait charmant et intime, exactement ce qu'un mariage devrait être. Mes parents ont envoyé un court email 3 semaines après le mariage. Maman l'avait écrit, mais le nom de papa figurait sur la ligne de signature. Dana, nous espérons que tu vas bien. Nous voulions que tu saches que nous avons eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Bien que nous croyions toujours que les familles devraient se soutenir, nous comprenons que nous avons franchi une limite en accédant à tes comptes sans permission. Nous travaillons avec un thérapeute pour aborder les problèmes de communication et le respect des limites. Nous espérons qu'avec le temps nous pourrons reconstruire notre relation, mais nous comprenons si tu as besoin d'espace. Affectueusement, maman et papa. Ce n'étaient pas de vraies excuses, mais cela reconnaissait le tort causé sans justifications excessives. Un petit progrès. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour décider quelle relation, si tant est qu'il y en ait une, je voulais avoir avec eux à l'avenir. La thérapie m'avait appris que le pardon n'exigeait pas de réconciliation. Je pouvais pardonner la blessure sans les inviter de nouveau dans ma vie. Les limites n'étaient pas des murs pour garder les gens à l'extérieur, c'étaient des barrières que je pouvais choisir d'ouvrir ou de garder fermées. Mélissa et moi sommes sortis dîner ce vendredi-là, pour célébrer la résolution de l'affaire. Elle a levé son verre de vin pour un toast. À ta force d'avoir tenu tête, même quand c'était dur. Aux limites, ai-je ajouté, et à la famille que nous choisissons, plutôt qu'à celle où nous sommes nés. Nous avons trinqué. Autour de nous, le restaurant bourdonnait de l'énergie du vendredi soir. Des couples en rendez-vous, des amis se retrouvant, des gens vivant leur vie sans le poids de dynamiques familiales toxiques pour les tirer vers le bas. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais véritablement heureuse. La validation ne venait pas de l'approbation de ma famille, ni de la gratitude de Jessica, ni de la reconnaissance de maman. Elle venait de l'intérieur, du fait de savoir que j'étais resté ferme quand on m'avait poussé à céder. Je m'étais protégé quand personne d'autre ne le faisait. J'avais exigé des comptes quand tout le monde voulait balayer les choses sous le tapis. 6 mois plus tard, Jessica m'a contacté par SMS. Simple, direct. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je n'avais pas pleinement compris à quel point maman t'avait mis la pression, ni à quel point c'était mal de sa part de prendre ton argent. Brandon m'a aidé à voir les choses différemment. J'aimerais qu'on se parle un jour si tu es ouverte à cela. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer pour maintenir la distance confortable que j'avais établie, mais une autre partie se souvenait de Jessica enfant, avant que la compétition et le favoritisme ne déforment notre relation. Nous avions joué ensemble, partagé des secrets, été des alliés contre les règles parentales. J'ai tapé une réponse. Je suis prête à prendre un café et à discuter, mais j'ai besoin que tu comprennes que reconstruire la confiance prendra du temps, et que j'ai désormais des limites strictes qui ne sont pas négociables. Sa réponse est arrivée rapidement. Je comprends. Merci d'être prête à essayer. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante, au même café où j'avais affronté maman. Jessica avait l'air différente, plus douce, moins apprêtée et théâtrale d'une certaine manière. Le mariage semblait lui réussir. Ou peut-être était-ce simplement la maturité qui la rattrapait enfin. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit, faisant écho aux paroles de maman de quelques mois plus tôt, mais son ton était différent. Sincère. De rien. J'ai besoin de dire quelque chose, et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre. Peux-tu faire cela? J'ai hoché la tête. J'ai été une sœur terrible pour toi. Pendant des années, je t'ai tenue pour acquise. J'attendais de toi que tu célèbres mes réussites tout en minimisant les tiennes. J'ai accepté le favoritisme de maman sans le remettre en question parce que cela me bénéficiait. Et quand elle t'a volé pour financer mon mariage, mon premier instinct a été de la défendre et de te blâmer de ne pas avoir simplement accepté. Elle s'est arrêtée, les yeux brillants de larmes. C'était mal. Tout cela. Tu méritais mieux de ma part, et je suis sincèrement désolé. Une vraie contrition était si rare dans ma famille. Brandon m'a aidé à comprendre ce qu'est une dynamique familiale saine, a-t-elle continué. Ses parents ont des limites. Ils se soutiennent les uns les autres sans se sacrifier. Ils célèbrent les succès sans les transformer en compétition. Être avec eux m'a fait réaliser à quel point notre famille était dysfonctionnelle, et comment j'ai contribué à ce dysfonctionnement. J'apprécie que tu dises tout cela, ai-je dit prudemment, mais les paroles ne sont qu'un début.
J'ai besoin de voir un changement de comportement sur la durée avant de pouvoir te faire pleinement confiance à nouveau. Je sais. Je ne demande pas un pardon instantané. Je demande une chance de prouver que je peux être meilleur. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé de son mariage, de la façon dont l'influence de Brandon remodelait sa perspective sur l'argent, la famille et les relations. Je lui ai parlé de mon travail, de l'appartement que j'avais enfin acheté, de la vie que je construisais selon mes propres termes. Ce n'était pas parfait. Des années de blessures ne se dissolvent pas en une seule conversation, mais c'était un début. Maman et papa sont restés plus compliqués. Nous échangions des SMS occasionnels pour les fêtes. Ils envoyaient une carte d'anniversaire avec un message générique. Je répondais poliment, mais je ne prenais pas l'initiative du contact. La relation existait en suspens, ni hostile, ni proche. Cela me convenait. Toutes les relations n'ont pas besoin d'être pleinement restaurées. Parfois, le choix le plus sain est une distance paisible. 1 an après la débâcle du mariage, j'ai reçu une promotion au travail, vice-présidente senior des relations clients, avec une augmentation substantielle et un plan d'intéressement. J'ai fêté cela avec Mélissa et ma famille d'amis choisis, qui m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve. Je n'ai pas parlé de cette promotion à mes parents. C'était à moi de savourer cela, sans la complication de leur réaction, qu'il s'agisse d'une fierté sincère ou de suggestions voilées sur la façon dont je devrais partager mon succès avec la famille. Jessica a envoyé un SMS de félicitations quand elle l'a appris par les réseaux sociaux. Simple, bienveillant, sans attente. Progrès. Le traumatisme d'avoir été volé par sa propre mère ne disparaît pas complètement. Parfois, je vérifie encore mes comptes bancaires de manière obsessionnelle, m'assurant que les soldes sont corrects. Parfois, je fais des cauchemars sur l'insécurité financière, mais la thérapie m'aide. Le temps m'aide. Construire une vie basée sur mes valeurs plutôt que sur l'obligation familiale m'aide. Les gens me demandent souvent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Si j'aurais aimé être plus indulgente, plus portée sur la famille, plus prête à laisser tomber. La réponse est non. Pas même un petit peu. Me défendre m'a appris que je valais la peine qu'on se batte pour moi. Cela a démontré que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont essentielles. Cela a montré à ma famille que je ne pouvais plus être manipulé ou culpabilisé pour me soumettre. Certaines personnes m'ont traité de vindicative. D'autres ont dit que j'étais courageuse. Je pense que j'étais simplement quelqu'un qui a enfin décidé que son propre bien-être importait autant que le confort des autres. Et honnêtement, cette réalisation valait chaque conversation inconfortable, chaque pont brûlé, chaque moment de doute. Car de l'autre côté de ce conflit, j'ai trouvé quelque chose d'inestimable, le respect de soi. La certitude que je pouvais me protéger, même quand cela signifiait décevoir des gens que j'aimais. La compréhension que la famille ne justifie pas l'abus, et que l'amour n'exige pas le sacrifice de soi. Ces jours-ci, quand je regarde mon compte bancaire, je ne vois pas seulement des chiffres. Je vois de la sécurité. Je me suis battu pour mes limites. J'ai imposé un avenir que je construis selon mes propres termes. Maman a volé mon argent et a pensé qu'elle s'en tirerait comme ça. Au lieu de cela, elle m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la poussée finale dont j'avais besoin pour arrêter de m'immoler, pour que les autres restent au chaud.